l'Allemagne a besoin de la France, plus que jamais. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une vision qui est claire, dans un contexte où l'Allemagne va au-devant de difficultés ou de challenges, plus que de difficultés de transformation de son propre pays. La France a besoin de l'Allemagne, plus que jamais, dans une Europe qui cherche du sens. Et vis-à-vis du monde, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de promouvoir. Nos entrepreneurs ont besoin de travailler davantage ensemble. Le fin mot de l'histoire, il est que ça se passera dans ce volet économique et politique et culturel, mais massivement économique, que beaucoup l'ont fait et que nous devons faire résonner cela auprès des autres, ceux qui n'ont pas eu le courage, ceux qui pensent que ce n'est pas possible, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas prêts pour y aller, que c'est possible, qu'il y a les moyens pour le faire et qu'il y a surtout de très belles histoires à partager pour réunir les conditions de succès lorsqu'on veut s'installer, qu'on veut trouver un partenaire ou qu'on veut collaborer avec des entreprises allemandes lorsqu'on est français ou inversement. Voilà, donc bienvenue pour cette matinée, profitez-en énormément, vous êtes tous des connaisseurs et des fins connaisseurs de l'Allemagne, c'est une forme de, et la relation franco-allemande, donc c'est une forme de célébration collective presque en famille, mais ça doit nous pousser avec l'élan 2018, une très belle année que l'on souhaite sur ce sujet franco-allemand, qui rendra des points de rencontre, la publication de cet ouvrage sur lequel travaille ardemment Dorothée, et bien évidemment le Salon de Hanovre qui va être pour nous un point d'inflexion majeur de cette année de l'industrie, puisque la French Fab y fera une étape avec quelques 50 à 60 entreprises que nous embarquerons aux côtés de nos amis de Business France. Je salue Didier qui est présent ce matin avec nous. Et puis derrière, beaucoup d'actions et notamment des réflexions sur des accélérateurs, pourquoi pas, l'idée de vouloir construire, puisqu'on a envie de grandir des deux côtés du Rhin, pourquoi on ne grandirait pas ensemble? Et donc marions des entrepreneurs entre eux, faisons en sorte qu'ils suivent des parcours d'accélération croisés dans les deux langues, dans des séminaires communs, qu'ils racontent leurs propres histoires et leurs propres contraintes, comme on le fait maintenant dans les accélérateurs de BPI France depuis près de 4 ans. Donc on leur a proposé l'idée. Ils y sont, d'ailleurs je compte bien sur ton appui actif, comme à tous ceux qui sont présents d'ailleurs. Didier, je t'en parlerai. Mais il est évident que ce sont des moments qui sont très visibles et qui vont donner du corps aux idées, qui vont donner du visuel, du concret à l'ambition. Et c'est sur ces histoires-là qu'on va réussir, on en est convaincu, à rééquilibrer un destin commun. Voilà. Je crois qu'il y avait beaucoup de peur sur le destin commun. Aujourd'hui, c'est une opportunité comme jamais d'écrire un destin commun et dans nos métiers respectifs, on y contribuera. Merci Gilles d'avoir choisi de venir ici. On est très content de t'y accueillir et je souhaite que cette matinée soit inspirante pour tous. Merci. Le péril rapproche, donc on va s'entendre avec les Allemands, nécessairement. Bienvenue. Je vous remercie d'être venus nombreux pour ce nouveau livre. Ce nouveau livre de monomaniaque, puisque, bon, voilà, pendant 45 ans, j'ai fait du franco-allemand. C'est donc mon sujet de prédilection, l'Allemagne, un nouvel ouvrage. Et là, je suis très heureux de pouvoir continuer à contribuer, à œuvrer pour l'économie française à destination de ce marché stratégique afin de dédramatiser, Jonathan, dédramatiser le marché pour donner aux entreprises ensuite des clés pour s'y implanter, pour y accéder et en évitant le syndrome de la petite pierre que tu connais bien maintenant. C'est une petite commune au nord de l'Alsace que Armand Ruffin, notre président, connaît bien. Et la devise des comptes de la petite pierre, c'est ni vanité ni faiblesse. Ni vanité ni faiblesse. Et la première recommandation, ni vanité, s'adresse aux grands groupes qui, forts de leur succès par ailleurs, imaginent pouvoir transposer leur offre, leur méthodologie par ailleurs, et bien évidemment aussi en Allemagne. Et c'est là que ça coince, car ce marché est totalement différent, et les intervenants locaux, les Allemands, ont oublié d'être passifs, donc ça va générer souvent au niveau de ce genre d'initiatives des déficits conséquents, si ce n'est des replis dits stratégiques qui quelquefois ont une allure bérésinesque. Donc ça c'est au niveau des grands groupes, et au niveau des PME, c'est ni faiblesse. Ces PME sont souvent fortement inventives, mais n'osent point aborder ce marché allemand compte tenu de sa réputation.
Et quelquefois, elles ont exposé sur un salon, puis ça n'aura pas eu grand suite. Donc on a peur de ce marché. Donc il faut leur faire dépasser la réticence pour ce marché-là. C'est un marché impératif. C'est le marché, c'est l'usine de l'Europe. Donc c'est là que ça se passe au plan industriel tout d'un coup. Et il faut affirmer en permanence que ces gens-là sont à la pointe du progrès technique et ils sont nécessairement à l'affût de toute innovation, contrairement à ce qui peut se dire. Donc voilà, ni vanité ni faiblesse. Donc maintenant, quand même, pour bien comprendre un petit peu l'Allemagne, malgré tout, sur sa problématique structurelle, quelles sont les conditions de la performance de l'Allemagne? Avant la question stratégique, voilà, on sait que c'est un excellent commercial d'enfer, 250 milliards, donc 40 milliards avec la seule France, on leur vend 60, ils nous en vendent pour 100. Et la France était le premier débouché jusqu'à récemment, jusqu'à il y a 2 ans. Les États-Unis sont passés devant, mais grâce à Trump, on va redevenir nous devant, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui a permis des scores aussi formidables? Un point industriel de 24% contre 11% pour nous, voilà. L'industrie, pour eux, c'est sacré. Ils ont tout fait pour la garder. Alors, en France, on parle beaucoup d'innovation. Alors, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils font de l'innovation? Sûrement, mais retenue. C'est jamais de l'innovation de rupture. C'est de l'incrémental. C'est de l'innovation dans une logique de qualité. À chaque problème, on essaye de trouver une solution pour optimiser l'existant et pas réinventer la vie. Donc ça, c'est un élément important. Et ça surprend toujours les Français qui pensent toujours que, ah oui, il faut faire table rase et puis lancer quelque chose de nouveau pour être devant. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche, en tout cas pas chez eux. Cela a permis donc chez les Allemands de créer les Hidden Champions, donc des leaders mondiaux, inconnus du grand public. Il y en a 2300 recensés par Simone, j'ai oublié de mettre son nom. Simone, c'est un universitaire allemand. Et sur les 2300, 1300 Allemands. Donc beaucoup de boîtes techniques très spécialisées, c'est ça qu'il faut retenir de ça. Et donc, la spécialisation est en fait une forte dynamique d'investissement parce que les hommes en Allemagne ont toujours été chers, on paye bien là-bas. Et donc, pour compenser le coût salarial, il a fallu investir donc 160 000 robots contre 34 000 en France. Voilà. Et ce qui va faire la particularité, une troisième particularité, c'est une formation technique très poussée et en continu. On sait qu'on forme beaucoup d'apprentis, mais toute la vie, on forme les gens. Et on insiste sur l'avance technique, et on va investir de 5 à 8%, 5 à 8% de la masse salariale, pas 1 à 2%. Et ça, sans obligation légale. Et voilà, ça donne une forte valorisation des cols bleus. Ensuite, un élément vachement important pour la pérennité du savoir-faire dans les entreprises, c'est la promotion interne. On prend la succession de son chef. Ça crée une forte capitalisation du savoir-faire, puisque les gens restent. Et ça crée une forte, comme dit Durkheim, solidarité organique. Les gens se serrent les coudes, et ont une approche instinctive du groupe qui est très forte. Donc, cette solidarité organique, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la discipline allemande, quand on la juge excessive, parce que elle ne facilite pas la tâche aux concurrents. Mais cette solidarité organique va faire en sorte qu'il y ait également un ethnocentrisme faramineux, surtout au plan technique. Ce qui fait que quand Didier Boulogne, avec ses troupes et nous-mêmes, on aborde des Allemands en disant qu'on a un Français qui a un produit super, c'est ho ho ho, französische Technik, na was. Bon, un ethnocentrisme fabuleux qu'il faut contrevenir. Donc il faut surcompenser l'image, et surcompenser l'image, c'est être extrêmement pointu, avoir un domaine d'activité très spécifique et avoir une documentation très structurante. Et un dernier paramètre, contrairement à ce qu'on pense, les Allemands ne sont pas des gens aventureux, sont très caractérisés par la sécurité. Alles muss geplant sein, alles muss sicher sein, n'est-ce pas Didier? Tout doit être prévu, tout doit être planifié. Et une grande prudence donc à l'égard. Un nouveau fournisseur, c'est un risque, donc on évite. Un nouveau produit, c'est un risque, donc on va être très prudent. Ça prend beaucoup de temps de s'implanter. Alors, on pourra considérer que c'est une fragilité, mais en fait, avec ça, ils ne perdent jamais d'énergie dans les projets sans avenir. Voilà. Et in fine, globalement, c'est une économie très combattante. Parce qu'après la guerre, on avait perdu le contrôle de soi-même par le politique, et donc on a investi dans l'économique. Et donc, l'économique est devenue l'outil pour la reconquista de sa position dans le monde.
En 2008-2009, un recul de croissance de 5%, 2 ans, elle a été rattrapée. Nous, on a eu 1,5 de recul et on a mis 8 ans pour rattraper la chose. Et ceci fait que, voilà, donc l'exportation, et ça c'est un chiffre qui m'a marqué moi-même, c'est en 90, il faisait 25% d'export par rapport au PIB. Ils en sont à 47 aujourd'hui. Est-ce que vous voyez l'effort fait dans les 20 dernières années? C'est dingue, quoi, dans les 30. C'est absolument dingue. Donc, voilà le cœur de la performance de l'Allemagne, la formation des hommes, l'investissement matériel, tout ça, c'est des coûts. Tout ça, c'est des coûts. Pour ça, il faut des marges. Pour ça, il faut des marges. Et là, pour ça, les entreprises françaises et allemandes ne jouent pas dans les mêmes cours. Hein. L'IS, 15% contre 33% ici, même si ça va baisser à chouïa. La TP que sur les résultats et les charges patronales de l'ordre de 20% au lieu de 40-45%, qui plus est plafonné à 15 000 € par an, ce qui donne des prélèvements fiscaux de 37 par rapport à 46. Quoi. Donc les entreprises ont beaucoup plus de mal en France à investir à la même hauteur que les Allemands. C'est une leçon à retenir. Voilà un peu pour le contexte. Donc ce n'est pas un contexte facile. Donc quand les PME se disent c'est un marché difficile, attention, il faut se méfier, elles ont raison, c'est vrai. Donc maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? Quelles sont les conditions d'accès? C'est pas facile. D'autant plus qu'on a des structures industrielles similaires. Hein. Les analyses faites par un groupe français là, ont démontré qu'à 79%, on échange les mêmes produits. Donc on est en confrontation directe en permanence sur les mêmes produits. Et en fait, l'Allemagne, c'est notre principal marché, mais aussi notre principal concurrent et notre challenger. Mais il vaut des efforts parce qu'il contraint aussi les entreprises à s'organiser. Et en fait, qui vend en Allemagne et en France, la France, pays latin avec ses caractéristiques, l'Allemagne, pays nordique avec toutes ses caractéristiques, qui vend à l'un ou à l'autre a nécessairement les réflexes pour être compatibles partout. Et donc c'est un peu le jeu de Go, là. On englobe, et à partir du moment où on fit sur ces deux marchés, on est mûr pour un peu tous les autres du monde. Mais pour y prendre rang, comme c'est un marché difficile, on a vu, il faut élaborer des stratégies ambitieuses. Ambitieuses, non pas de l'export, fragile par excellence, mais il faut s'implanter. Pour ne plus pouvoir être évincé, donc une implantation, hein, ça requiert une stratégie virginale. Un objectif, des moyens et du temps, c'est la trilogie antique. Un objectif volontariste, je vais approfondir ça tout à l'heure, le temps, compte tenu de la concurrence, du réflexe communautaire, du réflexe prudentiel des Allemands, il faut 2 à 3 ans pour commencer à vendouiller. Pour commencer à vendouiller. Et il faut 3 ans pour imaginer un break-even, de 3 à 5 ans. Puis alors le ROI, 3 à 8, éventuellement. Donc, pour ceci, il faut des moyens. Donc, sur des marchés concurrentiels, donc c'est des investissements, il faut faire de l'ingénierie financière. Bon, on n'est pas chez BPI pour rien, pour rappeler que, théoriquement, de l'ingénierie financière existe. Encore faut-il qu'il y ait un plan d'action cohérent, qu'il y ait un plan d'action qui soit dûment structuré pour l'Allemagne. Ça, c'est pour la trilogie antique. Hein. Mais pour l'Allemagne, ça ne suffit pas, car il y a un quatrième paramètre à prendre en compte, la dimension culturelle. Et on le verra quand j'évoquerai le chapitre sur la croissance externe, nous sommes un peu aux antipodes en termes de comportement. Donc la dimension culturelle est importante. Dans le bouquin, donc j'évoque la croissance organique, le recrutement de commerciaux, la création de filiales, j'évoque la croissance externe, et je termine par le chapitre sur la dimension interculturelle. Il faut le lire, je l'ai mis à la fin comme friandise, mais il faut absolument le lire, parce que c'est une des bases. La dimension stratégique, beaucoup d'entreprises y vont en disant, bah oui, on a plusieurs domaines d'activité, on va en Allemagne et puis on verra bien lequel passe. Avec ça, on n'avancera jamais. Pour être crédible auprès des interlocuteurs allemands, il faut avoir une spécialité. Donc il faut analyser ces domaines d'activité stratégiques. Parce que pourquoi nous achèterait-il quelque chose qu'il a déjà sur place? Il faut une excellence. Donc analyser ses forces, ses faiblesses. Là, on refait du SWOT classique, mais il faut véritablement le faire. C'est absolument impératif pour chercher sa spécialité. Pour chercher sa spécialité. Et venir avec un peu de tout, qui sait tout faire, sait rien faire, disent les Allemands. Donc, une approche généraliste, c'est une dilution d'identité. Donc, il faut absolument passer par cette case-là. On y reviendra, puisque c'est une des missions de BPI.
Ensuite, il faut sélectionner les marchés, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est pas aujourd'hui que je vais proposer à la salle de mettre aussi beaucoup l'accent sur la Papouasie du Sud. Hein. On est là pour l'Allemagne. Donc, bien évidemment, il faut prioriser les investissements et aux ETI, je recommande bien évidemment l'Allemagne. Didier, tu es d'accord? Voilà. Bien évidemment. Donc, l'Allemagne, et en fait, maintenant, ce qui est important, c'est qu'au niveau des entreprises, on a quelquefois le sentiment que comment je vais y aller, il faut faire un peu de brain pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait marcher, pas marcher. Comme si la stratégie, c'était un peu relevé de l'aléatoire, de l'intuition. Mais Einstein dit Dieu ne joue pas au dé. Gott würfelt nicht. Et c'est pas non plus, j'aime pas non plus la logique d'Uppsala qui analysait un peu les comportements des boîtes suédoises, mais il y a 40 ans, où on essaye un agent, puis ça marche, on en essaye deux, puis si ça marche, on les vire, on recrute un premier bonhomme, etc., etc. Toute cette démarche de grignotement est totalement mal perçue et inopérante sur un marché compétitif. Donc, une politique commerciale efficace implique des choix absolus qui sont fonction de la typologie des clients. Quand j'ai des petites boîtes comme mes cibles, c'est des petites boîtes en dessous de 10 millions, c'est pas la même chose que quand je vais sur des cibles de 50 à 100 millions ou quand je vais vers des sociétés internationalisées. La stratégie dépend de l'offre. Est-ce que j'ai des produits simples, tout simple? Est-ce que j'ai des produits techniques, mais à peu près compréhensibles par l'homme du commun? Ou est-ce que j'ai de la technique recueillant du conseil, beratungsbedürftige Produkte, disent les Allemands? Ou est-ce que j'ai des solutions individuelles, c'est-à-dire que je vais créer des pièces avec le client, dans l'automobile, dans l'avionique? Eh bien, en fonction de ça, la stratégie va être différente, mais ça va aussi être différent en fonction de l'objectif de chiffre d'affaires. Est-ce que je veux arriver à 15% de mon chiffre français là-bas, ce qui est dans mon point de vue l'objectif minimal qu'il faut avoir, à 5 ans, ou bien, et donc est-ce que je vise 5-10 millions, est-ce que je vise 3 millions, ou bien est-ce que, ma foi, je travaille d'après le principe, donc hope as a strategy, on verra bien, si ça marche, si ça marche pas, pas de peau. Ça reste quand même un peu, quelque part, la réflexion de fond. Donc en fonction des objectifs financiers, la stratégie va être différenciée, et puis aussi, bien sûr, en fonction des conditions de logistique et de service.
pas des solutions un peu à l'américaine, 80 de 100% de résultats, on note 25%, on divise par 80 et 5 dixièmes. Enfin, il y a quelques... Et il y a en ce moment une vague de complexité dans le commissionnement des commerciaux. C'est faramineux, je me demande où ils vont chercher ça. Ensuite, le reporting, on fait des reportings sur projet, moins sur emploi du temps. On a donc des bons gestionnaires de projet, mais il faut les aider à la prospection. Les aider à la prospection, leur générer des leads, quoi. Et puis en réunion commerciale, on félicite le groupe, on fait de l'info, mais on ne fait pas de l'émulation. On ne félicite pas l'un au motif d'encourager les autres, parce que sinon on tue le champion. Etc., etc. Ça c'est pour la partie de l'implantation classique, organique. L'optimisation commerciale, créer une filiale autour, c'est rien du tout, c'est fait en 8 jours, ça coûte 5 000 €. Ça, c'est un acte banal, j'insisterai pas là-dessus, dans le bouquin, j'en parle d'ailleurs pas beaucoup non plus, puisque c'est tellement courant. L'autre variante, c'est quand maintenant je veux prendre une part de marché significative, quand je suis dans un domaine très technique, quand je suis dans le service, je n'ai pas le choix, il faut que je rachète une structure indigène. Et là, il faut que je sache que, il faut que je tienne compte de la motivation des cédants. L'Allemagne, c'est les familles Unternehmen, les PME familiales ont l'obsession de la perpétuation de l'œuvre. Ils sont fiers du côté familial, de la Familienunternehmen, et même plus aujourd'hui, Familiengeführtes Unternehmen. Donc c'est encore la famille qui dirige la boîte. Et en Allemagne, l'entrepreneur est héros, il est reconnu dans la société, il s'accroche à ses lauriers, donc il ne vend que quand il n'a pas d'autres solutions. Il ne cède que quand il n'a pas d'autres alternatives. Il n'a pas prévu sa succession, etc. Il ne cède que dans ce contexte-là. Et s'il cède, il va insister sur la préservation de son nom et de l'intégrité de l'entité économique. Il faut donc prouver qu'on n'est pas là juste pour faire du cherry picking, mais qu'on va pérenniser la boîte et la développer. Il faut aussi, bien sûr, se garantir la pérennité des zones clés. Et le volume des transactions implique une approche très spécifique des cibles. Le volume des transactions, c'est quoi? En France, on est dans un marché où les monnaies, avant en poupe, comme chez les anglo-saxons. Mais en Allemagne, 54% restent entre les mains familiales, vous allez me dire, mais là c'est pareil, sauf que 20% sont l'objet d'un MBI avec des investisseurs connus, un partenaire connu, 13% avec les cadres, et il n'y en a que 12% qui sont mises sur le marché. 12. Donc le marché du MBA, c'est 12%, Jonathan, 12. Donc rien, quoi. Donc il n'y a pas de marché, il n'y a pas de deal flow, comme il se dit ici en France, chez les anglo-saxons, il n'y a pas de marché. Et donc il faut aller chercher une boîte avec les dents, et pour l'emporter, compte tenu de tout ça, il faut proposer non pas simplement des dollars, un rachat, mais aussi la pérennité de la structure. Donc j'aime bien cette terminologie anglo-saxonne qui parle de buy and build strategy. Il faut venir avec un plan de développement. Donc, pour garantir qu'on y vient dans cet esprit-là, le métier, il faut garantir qu'on ne va pas détruire le métier, donc il faut un métier complémentaire et pas des concurrents immédiats, parce que sinon ça frite tout de suite. Il faut une compatibilité commerciale, bien évidemment, et il faut que le potentiel commercial, il faut que la clientèle soit la même. Au niveau de la taille, on a une approche culturelle très différente, donc pour l'intégrer, bien évidemment, il faut un minimum de staff, mais il ne faut pas aller au-delà de 30% de sa propre taille pour avoir un minimum de chances d'en prendre le contrôle. Et je recommande en général plutôt une société moyenne, sur laquelle on va investir, on va tout de suite démontrer qu'on est là pour pérenniser la structure. Et la santé, bien évidemment, là j'avais l'un de l'autre avocat du côté allemand qui prônait de reprendre des sociétés en capilotade. C'est sûr que lui, il a du boulot pour 10 ans, donc c'est normal qu'en tant qu'avocat, il fasse cette proposition-là. Mais reprendre une boîte dans un univers aussi différent que la France, une boîte en difficulté, c'est une gageure dont la plupart ne survivent pas. Donc c'est complètement à éviter. L'équilibre financier doit être là, les valeurs moyennes de rémunération, donc c'est vraiment les moyennes minimales. Quelquefois, ça va 50% au-dessus de ça, donc prenons de l'électrotech, c'est grosso modo de 6 à 7,7. Donc on va dire que pour une société étrangère, on va être un peu au-dessus, quoi. Donc on va être à 8-9. Donc c'est en général 2 points au-dessus de la France. Il faut le savoir. Argumentation du cash, ça ne suffit pas. Il faut démontrer qu'on est là pour pérenniser. Donc il faut se vendre, regarder ce que j'apporte comme technicité. Pourquoi vous? Quelle activité m'intéresse en particulier?
Desire, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Cross-selling, c'est le minimum. Tu me vends, je te vends, mais ça ne suffit pas. Les Allemands sont des gens d'orientation très technique, donc il faut aussi proposer du upselling, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi des technologies qui se marient, de sorte à avoir un cran supplémentaire d'offres pour aller vers des clients un peu plus complexes, etc. Et bien évidemment, le périmètre du rapprochement, on a compris que la prédation, je rachète et puis c'est moi le chef, ça ne marche pas bien, il vaut mieux parler, approcher les gens comme si on avait une alliance, si on proposait une alliance stratégique. Les étapes de négociation, une fois qu'on est entré en contact, la première étape c'est voir un peu si les ambitions sont convergentes, si les hommes peuvent s'entendre. Le fit organisationnel, ça va être une des étapes après. Les Allemands sont des obsédés de process. C'est pour ça que l'Allemagne marche, parce qu'ils processent tout, et après on ne perd plus d'énergie. Mais avec ça, ils se sont quand même un peu rigidifiés. Et donc, comme ils ont une forte culture de process, compte tenu de la flexibilité légendaire, madame, j'aurais dû mettre flexibilité légendaire, plutôt que inflexibilité, vous voyez, ça aurait été courtois. Mais je n'ai pas pu me retenir, j'ai mis quand même inflexibilité légendaire. En fait, il faut qu'on vérifie si nous allons réussir à nous adapter à leur process. Et donc le fit financier, ben voilà, les bases de valorisation, on a parlé, le périmètre de rapprochement, le taux de participation, les garanties de contrôle à terme, et ensuite le fit opérationnel avant la lettre d'intention. Je recommande qu'avant la lettre d'intention, on aille jusqu'à faire un quasi-pacte d'actionnaires, où on va définir, ben maintenant, qui fait quoi par rapport aux anciennes activités, par rapport aux nouvelles, de sorte à aménager tout de suite le champ d'action des uns des autres, avant la lettre d'intention, sachant qu'on n'est pas en face d'une cible qu'on a ramassée après avoir fait une due deal ou une évaluation dans un black box ou que sais-je. On a approché des entreprises avec lesquelles on est en dialogue depuis un moment. Donc ça peut se faire. Ça peut se faire. Et donc, bien évidemment, une fois que c'est fait, le post-merger, il faut là faire des séminaires interculturels parce qu'on a une approche antagoniste au plan culturel. En plan hiérarchie et carrière. En Allemagne, c'est la promotion interne. Chez nous, c'est plus au diplôme. En Allemagne, c'est illégitime. L'autorité, d'un côté, là-bas, une forte délégation, ici, une forte approche centralisée, illégitime, n'accepte pas. La prise de décision. D'un côté, des décisions totalement sécurisées, donc très longues, de l'autre, on va plus vite, mais on accepte une part de risque. Là, c'est considéré comme de l'improvisation. L'organisation de l'action, là-bas, beaucoup de process et un management assez séquentiel. Chez nous, une approche plutôt ouverte, parce qu'on prend de la flexibilité. C'est vécu comme non professionnel. La communication, une grande formalisation de l'écrit. Chez nous, c'est très verbal. Chez eux, ils considèrent que c'est de l'enfum. De l'animation, du reporting. D'un côté, une approche très procédurale. Chez nous, plus de la mobilisation des individus. Ils considèrent que c'est de la manipulation. La gestion de conflit, une approche très radicale. Là-bas, ils sont très fiers de leur directorate. On l'a dit. Chez nous, on a une approche plus soft et diplomatique. Ben, chez eux, c'est pas perçu positivement, c'est perçu comme pas franc, etc., etc., etc. Donc, on n'a plus le choix, il n'y a plus que. Mais on est quand même assez yin-yang, pas trop yin-yang dans tout ça. Quoi. Il y a quand même plutôt une approche centrifuge dans nos relations. Mais heureusement que les intérêts font qu'on y va, malgré tout. Les uns et les autres. Et donc tout ça, ça va générer des conflits, des incompréhensions, donc il faut prévoir des workshops. Et puis ensuite, il faut faire une intégration au sens strict, et pas à l'arracher. Donc les 6 premiers mois, on va essayer de faire des quick wins, donc on va essayer d'avancer sur les achats-ventes. Dans les 31 premiers mois, bien sûr, il faut intégrer rapidement la finance et les systèmes d'information, sinon on ne peut pas vivre ensemble. Mais après, pour tout ce qui est technique, les process, la production, la R&D, là, il faut se laisser 36 mois. On ne peut pas y aller à l'arrache par une décision souveraine en hiérarchie. Il faut faire du benchmarking mutuel. Ils me visitent, je les visite. Et ensuite, on laisse les opérateurs décider ce qu'ils peuvent mutualiser. Et on n'est pas légitime en Allemagne d'imposer un changement si on n'est pas dans le rouge. Tant qu'on n'est pas dans le rouge, la hiérarchie n'est pas légitime à forcer un changement, quel qu'il soit. Et bien sûr, la gestion des ressources humaines, là, c'est tellement différent que, comme disait Coluche, touche pas à mon poste. Hop, ça, hop là, là. Puis définir un planning. Ça a l'air assez lourd, tout ça, mais c'est tout simplement le boulot de l'international. Sur un marché difficile, c'est tout, quoi. Donc, ben oui, c'est compliqué, mais est-ce que ça marche?
Ma foi, on a passé 40 ans en Allemagne à essayer de lancer un paquet de monde. Il y a notamment un vrai vétéran parmi nous, Philippe Subsol. On a même lancé du crabe français en Allemagne. Et donc, et Fred peut en témoigner aussi, ça fait 25 ans qu'il est avec. Eh bien, voilà quelques références. Je vais passer très vite parce que c'est juste pour l'effet de manche. Hein, donc, on a beaucoup de belles boîtes dans les biens de conso. Philippe, t'as vu, t'es là? Tu te souviens encore? Voilà. Donc, dans les biens de consommation, bien sûr, beaucoup d'habitat, et puis bien sûr, pour l'Allemagne, beaucoup d'automobiles, de l'aéro, du ferroviaire, de l'industrie, etc. Tous ces gens-là ont avancé. Tous ces gens-là ont avancé. Alors, je ne vais pas vous en imposer la lecture, mais vous aurez la preuve de leur existence en allant sur le site de mes anciens collègues, la filiale de la Chambre française en Allemagne, Stratégie Action, ici ils sont tous, vous pourrez vérifier. Et en 40 ans, nous avons implanté en Allemagne 1400, aujourd'hui 24 entreprises. 1424. Donc je fais un peu de gonflette là, bien sûr, hein, mais aussi pour vous dire que ça peut se faire. Quand on veut y aller, on le peut. Donc, c'est faisable. L'Allemagne, c'est faisable. Donc maintenant, revenons-en au livre, pour ceux qui veulent appréhender un peu plus avant mon approche stratégique. Hein, avant de lire l'ouvrage, aux prochaines vacances, parce que c'est toujours des trucs un peu ardus. Donc, vous allez sur mon site, j'y ai un résumé. Et puis après, achetez-le, quoi, bien sûr. Vous le trouverez sur Fnac, vous le trouverez sur Amazon. Et sans vouloir singer l'écho des savanes, qui disait « achetez-le ou voulez-le hein ». Eh bien, je dirais « faites mieux ». Faites comme BPI France. Faites comme Pedro. Offrez-le. Il est à votre disposition au bout de la salle. Merci, Pedro. Merci. Donc, offrez-le, comme notre ami Pedro, donc directeur exécutif, qui mène campagne pour l'international, un tambour battant, on le voit toujours dans tous les azimuts. Félicitations, Pedro. Et je te remercie tout particulièrement pour ton intérêt pour ce pays challenge qu'est l'Allemagne et tes encouragements soutenus. Tu as permis l'édition du livre et tu en as fait la préface. Et tu nous as permis aussi de faire cette journée en nous accueillant ici aujourd'hui. Un grand merci. C'est un vrai plaisir d'œuvrer avec toi. Voilà. Juste Malgré un revenu par tête de 20% supérieur au revenu du consommateur français, il ne faut pas imaginer que l'allemand soit caractérisé par des actes d'achat dispendieux, spontanés. En Allemagne, on privilégie des valeurs d'investissement comme l'habitat, où ils investissent 50% de plus que nous au mètre carré. Et la voiture, 40% de plus que le consommateur français. Et ceci, bien évidemment, ayant tout investi dans le survivre, pour le vivre, il n'y a plus guère de ressources, la consommation courante est essentiellement caractérisée par du discount, lequel, qui plus est, a une part de marché croissante, puisqu'il est aujourd'hui de près de 45%. Les prix de consommation courante sont donc très tirés, et lorsque les rayonnages français présentent des produits allant jusqu'à 30 à 40 euros en Allemagne, à partir de 10-15 euros, c'est fini, le produit ne sera plus vendu. Et il n'y a aucune chance pour que cette orientation discount cesse dans la mesure où toute la communication des distributeurs porte sur les prix. Saturn, le distributeur de produits culturels, électroniques, annonce clairement la couleur. Wir hassen teuer. Nous haïssons ce qui est cher. Ou, Preis ist geil. Le prix, c'est sexy. Donc ça, c'était juste une introduction pour vous montrer ce que BPI sait faire. J'étais surpris du résultat. C'est super.
ils font un boulot extraordinaire. Alors, il y a une dizaine de séquences derrière. Celle-ci, c'est la séquence sur les biens de consommation. Donc, Philippe, tu comprends qu'il faille galéger un peu pour ne pas pleurer. Mais dans tous les autres domaines, on peut y aller avec un peu plus de férocité, quoi. Donc, ça va être sur le site de BPI, bien sûr, université, et bien sûr, bientôt sur le site Actes.